Je vous propose 3 volets du dessous des cartes pour réfléchir de manière cartographiée à la politique étrangère des États-Unis. L'exercice touche au monde entier car les intérêts américains sont mondiaux, donc on va prendre une géographie large, mais il touche aussi à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et là, on a une histoire très courte, 250 ans. Voici donc une première partie qui traite de la formation du territoire américain. L'Amérique est peuplée depuis des milliers d'années par les nations indiennes, dont on voit ici les grandes localisations sur le territoire. Arrivent sur la côte atlantique des commerçants, des pèlerins. Ces colons viennent d'Angleterre, d'autres viennent d'Irlande, d'Écosse, de Hollande, de Suède. Ces Américains, nés de l'Europe, vont développer le long de la côte atlantique 13 colonies de la couronne britannique. Ces 13 colonies font leur unité contre Londres lorsque les Britanniques entendent lever de nouvelles taxes sur le commerce pour financer les guerres en Europe. 1776, c'est la date de déclaration d'indépendance qui s'ouvre avec la guerre entre Anglais et Américains. La paix est signée en 1783. Alors commence ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Une triple guerre contre les grands espaces naturels, les monarchies européennes et les nations indiennes. En moins d'un siècle, les États-Unis acquièrent par traité, par achat ou par la guerre toutes les terres permettant de former un territoire contigu. En 1867, l'achat de l'Alaska à la Russie relève de l'opportunité d'une négociation avec Saint-Pétersbourg. L'accord avec la Russie est conclu pour 7 millions de dollars de l'époque. On peut d'ailleurs s'amuser à réfléchir aux conséquences pour Washington si l'Alaska n'avait pas été achetée aux Russes et si elle avait été soviétique pendant la guerre froide. Voilà, le territoire est quasiment formé en un siècle. Dans le volet numéro 2, on verra les premières interventions extérieures des États-Unis dans le champ des relations internationales. Je vous ai d'abord raconté comment avait été formé le territoire américain. Aujourd'hui, je vais partir à la recherche des logiques d'intervention extérieure américaine. Suprématie stratégique, défense des valeurs démocratiques, du moins dans le discours, intérêts commerciaux. Eh bien, allons voir les cartes. L'une des premières interventions américaines loin du territoire est de type commercial. Elle consiste à envoyer en 1853 un navire de guerre le long des côtes japonaises pour contraindre Tokyo à ouvrir ses ports au commerce international. Les interventions qui vont suivre ne sont pas nécessairement de type militaire. Par exemple, lorsque les États-Unis aident en 1903 la création d'un État panaméen indépendant de la Grande Colombie, le mobile est autre. Dès l'indépendance acquise, Washington obtient la cession à perpétuité d'une zone de 16 km de large autour de ce qui deviendra le canal de Panama. L'isthme inauguré en 1914 ouvre une voie commerciale majeure pour le commerce entre les deux côtes américaines. Alors avec le changement de siècle vient sans doute un changement problématique. La première dimension vraiment internationale qu'acquièrent les États-Unis est liée à la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses de neutralité du président Wilson, 2 facteurs entraînent le Congrès américain dans le conflit en Europe. Soutenir le Royaume-Uni. Les intérêts commerciaux et financiers américains sont très importants dans ce pays. Et puis la décision allemande de couler tout navire allié croisant au large des côtes anglaises, une menace qui est prise très au sérieux avec le torpillage du paquebot Lusitania, à bord duquel se trouvaient des centaines d'Américains. Alors le Congrès déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis mobilisent 4 millions d'hommes, en envoient la moitié en Europe sous les ordres du général Pershing et en perdent quelques 100 000. Cette intervention implique définitivement les États-Unis dans les affaires internationales. Ils se veulent les défenseurs des idées démocratiques, l'industrie américaine sort renforcée par l'effort de guerre, et les États-Unis deviennent, après 1919, les premiers créanciers au monde. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la deuxième grande intervention des États-Unis sur la scène internationale. C'est vers 1937 que le Congrès américain perçoit la montée des périls, notamment avec Hitler à la chancellerie et la montée de l'antisémitisme, mais aussi avec les invasions de la Corée et de la Chine du Nord par le Japon impérial. Rappelons que Washington avait imposé au Japon un embargo sur l'acier et le pétrole.
auquel Tokyo répond par l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, cette attaque faisant elle-même entrer les États-Unis dans la guerre. Le Japon, l'Allemagne sont désignés comme les pays de l'Axe qu'il faut absolument vaincre. Aux États-Unis, la mobilisation est générale, 12 millions de mobilisés, les 2 tiers formant l'arrière, l'autre tiers au combat, dans le Pacifique et sur le front européen, avec des débarquements en Sicile, en Provence, en Algérie, en Normandie. 300 000 Américains y laissent la vie pour notamment la démocratie en Europe, rappelons-le tout de même. Or, à la victoire de 1945, les États-Unis se retrouvent face à ce qu'ils avaient combattu, une puissance continentale non démocratique, c'est-à-dire l'Union soviétique. La guerre froide entre Washington et Moscou est longue, 1947-1991. Le monde est alors divisé en 2 blocs, stratégiques, idéologiques et économiques. Les interventions américaines sont indirectes, car si l'on se fait la guerre, ce n'est pas frontalement, mais par alliés interposés. À Berlin, lors du blocus de 1948, en Corée, entre 1950 et 1953, à Cuba, lors de la crise des missiles de 1962, au Vietnam, entre 1961 et 1973, les stratégies furent certes indirectes, mais les interventions en Corée et au Vietnam coûtent respectivement la vie à près de 30 000 et 60 000 Américains. Alors la fin de l'Union soviétique indique la fin d'une certaine menace, donc la fin de certains types d'interventions. La guerre du Golfe de 1990-91, c'est-à-dire l'intervention de la coalition arabo-occidentale contre l'Irak, conduite par Washington, n'est plus liée à la guerre froide, mais au franchissement de frontières d'un pays par un autre et aux 9% de réserves mondiales de pétrole détenues par le Koweït. Les États-Unis rêvent et parlent du nouvel ordre mondial et échouent. La preuve d'ailleurs, au même moment, les États-Unis ne souhaitent pas intervenir ni en Bosnie, ni au Kosovo, et n'enverront que des avions, venant d'ailleurs fort tardivement de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Bien, donc, intérêts commerciaux, suprématie stratégique, lutte pour les valeurs démocratiques, souvent vue d'ailleurs comme la lutte du bien contre le mal. Est-ce que ces grands mobiles d'intervention au XXe siècle trouvent toujours leur cohérence au XXIe siècle ? Alors, dans un dernier épisode, je tenterai de cartographier la vision américaine du monde post-11 septembre. Eh bien, dans ce 3e numéro, nous allons tenter de comprendre si l'attaque du 11 septembre a changé les axes de la politique étrangère américaine. Cette fois, nous sommes donc au XXIe siècle. Voici une carte des États-Unis. C'est un pays de 9,5 millions de kilomètres carrés, qui a 285 millions d'habitants. C'est un pays très jeune, mais c'est aussi un pays très protégé, puisqu'il a eu la chance de ne connaître que 4 fois la guerre sur son sol. Guerre contre les Anglais, lorsque les 13 colonies fondatrices déclarent leur indépendance en 1776, destruction de Washington par l'armée britannique en 1814, la guerre de sécession de 1861 à 65, qui opposait les États fédérés du Nord aux États esclavagistes du Sud, c'était une guerre civile, et puis enfin, le 11 septembre 2001. D'où cette perception nouvelle des citoyens américains, celle d'être attaqués et celle d'être vulnérables. Passons à une échelle mondiale. Pour répondre à une attaque, il faut identifier l'agresseur, puis le localiser. Or, si l'on regarde une carte du monde post-11 septembre, on se trouve devant un cas de figure où l'ennemi n'est pas localisable. Ses positions ne sont pas cartographiables. Ici, l'ennemi n'est pas un État. On est dans un schéma stratégique assez nouveau, où l'ennemi n'a pas de territoire, ou bien plusieurs. Nous sommes là face à un réseau de terroristes, se disant de mouvance islamiste, et qui légitiment ses actions au nom d'une guerre sainte anti-occidentale. Les attentats d'Al-Qaïda se sont portés à New York et à Washington, donc le 11 septembre 2001, au Kenya, en Tanzanie, au Yémen, en Tunisie, au Pakistan, à Bali, plus tous les attentats déjoués à l'avance que l'on ne connaît pas. Dès lors, quelle réponse? Sur quel champ de bataille? Puisqu'il n'y a ni champ, ni bataille, ni négociation.
Tentons de cerner la stratégie américaine. Elle est faite d'attaque et de défense, c'est-à-dire d'interventionnisme et d'isolationnisme, ce qui est somme toute assez classique dans la politique américaine. D'abord l'interventionnisme. La première réponse au 11 septembre porte la guerre en Afghanistan, là où se trouve l'agresseur présumé, un Saoudien nommé Oussama Ben Laden. Alors si l'opération en Afghanistan est politiquement un succès, avec la chute du régime taliban et l'installation d'un régime ami à Kaboul, il est en revanche très moyen sur le plan militaire, puisque ni le Mollah Omar ni Ben Laden n'ont été retrouvés. Ensuite, identification des menaces potentielles. Les États-Unis ont déclaré qu'il existait dans le monde un axe du mal, constitué par la Corée du Nord, l'Iran, l'Irak, et ces pays auraient des moyens de destruction massifs, nucléaires, chimiques, bactériologiques, avec des intentions politiques belliqueuses. Si je me résume, isolationnisme, interventionnisme, suprématie stratégique, et puis un unilatéralisme assez net, qui se décline par notamment le refus de signer le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, de contrôler les investissements dans les paradis fiscaux, pourtant cet argent est le nerf du terrorisme, de limiter les émissions de CO2, c'est le protocole de Kyoto, de ne pas permettre la création d'une cour pénale internationale, de ne pas respecter les conventions de Genève dans la prison de Guantanamo. Je pourrais ainsi allonger la liste. Tout cela sans doute parce qu'il y a amalgame entre sécurité américaine et sécurité internationale. Cette conception stratégique consiste à repolariser le monde. Il y a ceux qui coopèrent avec les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme et les autres. Il n'y a pas de voie médiane, car il y a, pour les États-Unis, strictement rien à comprendre face à de tels actes.